Bonjour mes amis, nous sommes le 28 février, eh bien il ne s'est même pas encore écoulé 24 heures depuis le début de la guerre, ou de l'opération militaire spéciale, appelez-la comme vous voulez, en Iran. Avant de commencer à vous parler de ce qui se passe actuellement et des différentes évolutions possibles de la situation, parlons d'abord de qui est le méchant ici. Imaginez un régime qui fusille, peine, torture, emprisonne des dizaines de milliers de ses propres citoyens simplement parce qu'ils disent ⁇ Nous voulons la liberté ⁇ C'est l'Iran. Imaginez un régime qui répète depuis des années ⁇ Dès que nous aurons la bombe, nous détruirons Israël, puis l'Amérique ⁇ Après le 7 octobre, après que les membres du Hamas ont massacré, brûlé vifs, violé et tué 1200 personnes en Israël. Nous n'avons plus le droit de considérer ces promesses comme de la propagande. Et maintenant, ce régime ne fait pas face à une résolution de l'ONU, ni à des tweets, mais à une véritable force. Quel est donc le but de l'opération ? L'opération menée aujourd'hui par Israël et les États-Unis contre l'Iran n'est pas un simple affrontement entre deux camps, mais la confrontation d'un monde cherchant à offrir un mode de vie, un espace et la liberté aux gens, avec un monde qui transforme les gens en esclaves dociles de leur idéologie, de leur théologie. Peu importe comment cela s'appelle. L'Iran est le principal sponsor du terrorisme dans le monde, déclare Donald Trump, et il n'obtiendra jamais, jamais d'armes nucléaires. Il répète cela après tous les présidents démocrates et républicains des États-Unis d'Amérique. Le but de l'opération est précisément cela. Il ne s'agit pas de punir l'Iran, mais d'empêcher le régime assassin d'obtenir la bombe atomique et de transmettre des bombes sales aux terroristes pour les faire exploser à Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem et ailleurs. Alors, qu'est-ce qui a déjà été fait ? Israël a mis en garde pendant des décennies. Si ceux qui promettent ouvertement d'effacer l'État juif de la carte obtiennent la bombe atomique, ce sera une seconde tentative d'Holocauste. Nous ne permettrons pas à ceux qui appellent à notre destruction d'obtenir les moyens d'y parvenir, déclare Benjamin Netanyahou. Et qui peut dire qu'il n'a pas raison ? Ils disent « Dès que nous aurons ceci entre nos mains, nous vous détruirons ». Tant que nous ne l'avons pas, nous, comme on dit, nous nous regroupons, nous attendons, nous nous préparons. Eh bien, ils sont déjà proches, et s'ils comptent nous détruire, alors il vaut mieux les détruire les premiers. Aujourd'hui, ces paroles se sont transformées en frappes contre les centres d'enrichissement d'uranium, où était préparée cette même bombe, et contre les missiles qui, demain, pourraient transporter une charge nucléaire sur Tel Aviv, ou bien une charge bactériologique ou chimique. Israël et les États-Unis mènent une vaste opération contre l'infrastructure clé du régime iranien. Ce sont les centres de commandement, les bases de missiles, les éléments du programme nucléaire. Ce n'est pas une simple tape sur le nez, mais une véritable tentative de casser les dents d'un régime qui rêve de la bombe et promet ouvertement de l'utiliser. On peut se demander s'ils l'utiliseront ou non, mais pour ma part, je ne voudrais pas, comme on dit, attendre et voir s'ils vont le faire ou pas. Il y a environ 3 semaines, les Américains ont simulé le début d'une guerre, le monde était resté figé dans l'attente, les médias affichaient en des titres alarmants, les satellites détectaient des mouvements de troupes inhabituels, les ondes étaient remplies de faux ordres et de signaux de communication. Le système de défense de Téhéran a été placé en état d'alerte maximale, les radars se sont activés les uns après les autres, les lanceurs de missiles et les centres de contrôle des drones ont été déployés. Des ordres cryptés étaient envoyés partout. Mais soudainement, à peine 20 minutes avant cette soi-disant attaque, tout s'est arrêté. Les États-Unis ont annulé la mobilisation, laissant les analystes se demander ce que cela signifiait. Le monde a poussé un soupir de soulagement, sans se douter que l'opération avait un objectif caché bien précis. La guerre fictive a forcé Téhéran à dévoiler l'ensemble de son système de défense. Chaque radar en fonctionnement, chaque position de missile, chaque maillon de la chaîne de communication ont été repérés en temps réel. Maintenant que la véritable attaque commence, ces données deviennent la base d'une opération destinée à rendre le régime inoffensif rapidement, précisément et sans avertissement. Qu'a donc fait l'Iran, en fait, en réponse ? Les gardiens de la révolution islamique, ils ont déclaré que toutes les bases américaines dans la région étaient des cibles légitimes et intéressantes.
Dans les premières heures, ils ont visé Israël et les bases américaines au Qatar, au Koweït, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn. Ce sont des frappes contre des installations militaires et des symboles de la présence américaine, comme pour suggérer que nous préférons frapper les soldats plutôt que les civils. Mais tout le monde comprend que cela peut changer à tout moment. Qu'est-ce que c'est? Est-ce une opération militaire spéciale ou une grande guerre? Sur le papier, Téhéran parle d'une réponse proportionnée, limitée à des objectifs militaires. Pour la première fois, l'Iran frappe simultanément Israël et tout un réseau de bases américaines à travers le golfe Persique, tandis que la majorité des frappes visent d'obéir des cibles militaires. Cela laisse une chance à une escalade contrôlée. Tout dépendra de ce qui se passera ensuite. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué que c'est le scénario le plus facile. Il ne mènera peut-être pas à un changement de régime, mais au moins il peut aboutir à ce que Trump recherche. À savoir que l'Iran renonce à son programme de missiles longue portée et à l'arme nucléaire. La frontière est mince car il suffirait que l'Iran lance des frappes systématiques contre les villes ou l'infrastructure pétrolière. Des pétroliers, des ports, oui, là ce n'est plus une opération de riposte, mais la voie vers une véritable guerre régionale dont il sera impossible de sortir sans dégâts. On ignore encore si le régime va cesser, ou s'il choisira de sombrer en entraînant la moitié du Moyen-Orient. D'ailleurs, on ne peut vraiment pas les traiter d'idiots, les Perses, les locuteurs du farsi. Ils ne sont vraiment pas stupides, il n'y a pas d'imbéciles. Oui, il y a parfois des idiots dans l'administration, mais là-bas ils sont tout sauf stupides. C'est pourquoi je soupçonne qu'ils feront semblant d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au dernier moment, on pourra en quelque sorte les faire reculer. Et puis, au tout dernier moment, ils diront « D'accord, nous acceptons quelque chose ». Ensuite, ils vont encore traîner, tromper, mais pour ainsi dire, ils essaieront de ne pas entrer en confrontation militaire. Donc, comme vous le comprenez, le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique, ce ne sont pas des alliés de circonstance, ce sont des mercenaires du régime, qui sont axés sur la peur et le sang des civils. L'Iran ne les a pas encore utilisés. La suite plus tard, justement pendant que je vous raconte cela, c'est à ce moment-là qu'il a commencé, mais il ne les a pas encore utilisés. Oui, pour ainsi dire, Trump dit que l'Iran est le plus grand soutien du terrorisme, je ne suis pas d'accord avec lui, je pense que le plus grand soutien du terrorisme, c'est la Russie. Eh bien, la guerre contre l'Ukraine, telle qu'elle est menée, les frappes sur les quartiers résidentiels, le soutien aux régimes terroristes et dictatoriaux dans le monde entier. Donc l'Iran est le deuxième, eh bien, il serait aussi bon de s'occuper du deuxième et d'en finir avec lui. La Chine couvre toutes ses actions par des sourires et de la diplomatie, mais elle donne de l'argent et une couverture politique à la Corée du Nord. Là-bas, jusqu'à l'Iran, c'est ça l'axe du mal, le nouvel axe du mal. Voilà, comme l'a si bien dit Ronald Reagan, un club de régime pour qui l'homme est du matériel jetable. La Russie qualifie à l'avance les frappes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran de planifiés et bien sûr d'actes d'agression armée non provoqués contre un État souverain. Eh bien oui. Elle exige l'arrêt immédiat de l'opération, met en garde contre le risque d'une catastrophe humanitaire, économique, voire révolutionnaire. Mais quelle catastrophe révolutionnaire? Après tout, l'Iran n'a pas de bombe, apparemment. Oui, est-ce qu'il compte d'y amener une bombe? Ils avancent donc l'idée d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Chaque fois que quelqu'un propose une idée concernant la Russie, ils la bloquent immédiatement, pour ainsi dire. Oui, donc, ils ont le droit de veto, ils opposent leur veto. Ils essaient donc de faire porter toute la responsabilité de la crise à Washington et à Jérusalem. Et la Chine, de son côté, exprime une profonde et sérieuse préoccupation. Comme toujours, elle insiste sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Iran. D'ailleurs, la Chine, bien sûr, ne voudrait pas perdre l'Iran comme fournisseur de pétrole, client et ainsi de suite. Elle appelle à l'arrêt immédiat des hostilités, n'admet pas les mots sur l'agression, mais exige fermement l'arrêt de l'opération, le retour aux négociations,
en misant sur la diplomatie plutôt que sur une intervention directe. Autrement dit, ni les uns ni les autres. Même déjà, elle a envoyé des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz. Et 2 navires de la Russie, je pense qu'ils sont arrivés, je n'ai pas vérifié, mais 2 navires chinois s'y rendaient également. Mais pour l'instant, ni l'un ni l'autre pays n'a pris de mesures. Genre là-bas, nous nous tiendrons côte à côte avec nos frères, et ils se tiendront vraiment côte à côte. Pour l'instant, rien de tout cela ne s'est produit. Il n'y a que de la rhétorique, de la rhétorique, de la rhétorique. Maintenant, Israël a toujours vécu avec un pistolet sur la tempe. Et maintenant, il veut que ce soit l'Iran qui vive avec un pistolet sur la tempe. Israël vivrait volontiers en paix avec l'Iran, commercerait, voyagerait pour se rendre visite. Mais à la place, il y a un régime de menaces constantes. Les missiles du Hezbollah au nord, le Hamas au sud, les drones iraniens et les saboteurs dans toute la région. Israël dépense d'énormes ressources, non pas pour le développement, mais pour empêcher les proxys iraniens de faire exploser des bus, des écoles, des cafés là-bas, ou de massacrer tous ceux qui vivent entre le fleuve et la mer, comme ils le répètent chaque jour. Ce n'est pas un conflit entre 2 nationalismes. C'est un petit pays démocratique obligé de se défendre 24 heures sur 24 contre un régime dont l'idéologie officielle est fondée sur la destruction de cette entité sioniste, qui ne reconnaît pas du tout l'État d'Israël. Y a-t-il un droit de riposte ou non? Il s'agit maintenant d'une opération courte et massive contre un régime qui est au seuil d'une percée nucléaire. L'opposition aux États-Unis crie déjà que Trump n'avait pas le droit d'engager des actions militaires sans l'accord du Congrès. Mais les pouvoirs du président, en tant que commandant en chef, lui permettent en réalité de lancer des actions militaires contre une menace immédiate, puis de demander l'approbation du Congrès par la suite. D'ailleurs, 48 heures avant le début de l'opération, le secrétaire d'État Rubio a réuni la direction du Congrès, du Sénat, 8 personnes et les a informés. Je vous en ai parlé, j'ai expliqué les objectifs, et formellement, l'administration a rempli toutes ses obligations. Les dirigeants iraniens ne cachent pas leur objectif de détruire Israël et de l'évincer. Bon, ils ne peuvent évidemment pas détruire les États-Unis, mais ils veulent évincer les États-Unis de la région. Après le 7 octobre, nous n'avons plus le droit moral de considérer cela comme de la simple rhétorique. Ce qu'ils promettent, ils cherchent à le réaliser. Peut-être pas eux-mêmes, mais par l'intermédiaire de leurs relais. Oui, lorsque l'Iran obtiendra la technologie nucléaire, la question n'est pas seulement de savoir s'ils largueront eux-mêmes la bombe, mais à quelle vitesse ils commenceront à transférer des matières pour des bombes sales aux terroristes, auxquels ils transfèrent déjà des missiles, de l'argent et des armes. Faire exploser une bombe sale à Tel Aviv, Londres ou New York deviendra pour eux simplement la suite logique de la politique qu'ils mènent depuis des décennies. Si l'opération reste courte et ciblée, sans se transformer en un nouveau Vietnam ou Afghanistan, alors Donald Trump a une chance de détruire l'infrastructure nucléaire du régime sans s'enliser dans une guerre sans fin. Et c'est un énorme avantage pour lui du point de vue de la politique intérieure. Mais si tout cela se transforme en une longue campagne de changement de régime, alors une puissante vague d'opposition à la guerre et au pouvoir se lèvera à l'intérieur des États-Unis. Nito. Alors, lors des élections, les démocrates pourraient obtenir la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Et la moitié, voire peut-être 80% de ce que Donald Trump essaie de faire, sera tout simplement enterré. L'Occident non plus n'est pas irréprochable, mesdames et messieurs, nous le comprenons parfaitement. En Amérique, en Israël et en Europe, il y a de la corruption, il y a du cynisme, il y a des erreurs, il y a des voleurs, il y a des menteurs, mais tout se sait, en comparaison avec les régimes de l'Iran, de la Corée du Nord, de Cuba, de la Russie. Là où un mot peut vous valoir une balle et une pensée, la prison là où la liberté est un crime, le monde occidental paraît pur, comme la fée des neiges, dit-on, aussi pur que la neige blanche à côté d'une flaque sale et nauséabonde. Ce n'est pas parce que l'Occident est idéal, mais parce qu'ici tu as la chance de choisir, de parler, de débattre, de changer le pouvoir sans effusion de sang. Une opération contre l'Iran, c'est bien sûr un risque, des erreurs sont inévitables, l'escalade est possible, mais si nous disons simplement que ce n'est pas notre affaire,
Nous nous réveillerons dans un monde où le plus grand soutien du terrorisme possède l'arme nucléaire et un réseau de terroristes avec des bombes sales dans des valises partout dans le monde. Et c'est là qu'on en reparlera. Israël ne peut pas se permettre une telle expérience, l'Amérique non plus, et aucun homme sain d'esprit, où qu'il vive, ne le peut. C'est pourquoi il ne s'agit pas de géopolitique abstraite, mais d'une lutte pour que nos enfants aient le droit de vivre et non de survivre sous la dictature de nouveaux empires d'esclaves. Et pourtant, il y a de l'espoir dans cette histoire, car tout régime autoritaire finit tôt ou tard par tomber. La chute ne vient généralement pas des bombes, mais de sa propre décomposition et du courage de son peuple. Le régime iranien doit et peut tomber. Et surtout, il peut tomber non seulement sous la pression extérieure, mais aussi des mains des Iraniens eux-mêmes. Ce sont ces mêmes personnes qui, aujourd'hui, sont battues, torturées, emprisonnées pour avoir prononcé le mot « liberté », comme toujours lorsqu'un pays soi-disant fort s'effondre. Oui, l'Iran est un pays fort, peut-être pas une superpuissance, mais c'est un pays fort. C'est donc une combinaison habituelle de nombreux facteurs, y compris externes et internes, mais le facteur interne doit absolument être présent. Nous pouvons espérer que si l'armée iranienne se range du côté de l'opposition et refuse de défendre le régime, cela ouvrira la voie à un véritable changement de pouvoir. L'appareil sécuritaire soutenant les mollahs et les gardiens de la révolution se divisera et l'équilibre basculera instantanément en faveur des partisans de la liberté. En revanche, si l'armée reste loyale aux ayatollahs et au corps des gardiens, le régime tiendra probablement bon, réprimera les protestations et survivra à la crise actuelle. Et alors, l'avenir de la région et du monde restera en suspens, entre une lente dérive vers un Iran nucléaire et de nouvelles guerres qu'il faudra arrêter non plus par des mots, mais par la force. Espérons que le peuple iranien pourra résoudre cette situation par lui-même, sans une guerre longue et coûteuse. Je ne parle pas seulement d'argent, c'est leur droit de changer le pouvoir dans leur propre pays. Je leur souhaite bonne chance et beaucoup de patience. J'attends le nouveau, enfin, en réalité, l'ancien Iran, ami d'Israël, une société hautement développée. À la prochaine fois. La suite.